Voilà, et comme prévu, on se rend tout de suite à la présidence où nous attend notre journaliste Esther Cuneo et son invité. Bonsoir. Bonsoir Jeanne, bonsoir à tous. Nous sommes ici sous le patio de la présidence avec le président de la Polynésie française, Monsieur Moitai Broderson. Bonsoir. Bonsoir Esther et bonsoir aux Polynésiens et aux Polynésiennes qui nous regardent ce soir. Et merci d'être avec nous ce soir. Vous avez tenu une allocution hier de 90 minutes. Dans quelques instants, vous allez vous retrouver face à 80 Polynésiens qui vont vous poser des questions. C'est un format qui rappelle un peu celui du grand débat national voulu par Emmanuel Macron. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop sur la communication ? Non, je pense que communiquer, ça fait partie de la politique et je pense que les citoyens ont le droit et ont l'envie également de comprendre ce que c'est que la chose politique. Si on a un désintéressement de la politique, c'est ce qui crée la distance entre le politique et le peuple et ça se traduit dans des taux d'abstention qu'on a constatés ces dernières années. Donc moi, j'essaye de réintéresser les gens, dans le sens noble du terme, à la chose politique. Alors pourquoi avoir écarté la conférence de presse ? La conférence de presse, c'est le format classique qu'on connaît. Il y a un parterre de journalistes, ça dure un petit temps. C'est un exercice que j'ai voulu, pas éviter, mais simplement j'ai voulu innover et m'adresser directement aux Polynésiens en deux temps. Donc un premier temps où il faut bien exposer, parce que finalement ce que j'ai dit hier soir, on l'a déjà dit par morceaux depuis l'installation, on a annoncé ces différentes mesures, mais il fallait faire cette synthèse, ça me paraissait normal et utile. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire hier soir. C'est un exercice un peu solitaire de regarder cette caméra pendant 90 minutes. Je préfère de loin la séquence qui va être celle de ce soir où je pourrai m'adresser aux Polynésiens. Et là, c'est eux-mêmes qui ont choisi les questions qu'ils veulent poser. Je pense que ça traduit aussi peut-être les attentes réelles des Polynésiens qui peuvent être différentes de celles des journalistes. Alors, vous l'avez dit vous-même, il y a un certain nombre d'annonces qui ont déjà été faites. Ce soir, hier soir, on s'attendait finalement à des annonces fortes, notamment sur des questions clés comme la vie chère ou la réforme de la PSG. Est-ce que vous comprenez qu'il puisse y avoir des déceptions ou des frustrations ? Il y a forcément, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il y aura des déçus, des frustrés. Il y a des gens, à l'inverse, qui m'ont envoyé des messages de félicitations en me disant c'est exactement ce que j'attendais. Hier, on était dans la rétrospective. Donc il s'agissait réellement de dire ce qu'on a fait, ce qui a été réalisé pendant ces 100 jours. On n'a pas fait d'annonce sur ce qui va être fait, ou alors peut-être que j'en ai fait une ou deux. Ce soir, en revanche, je répondrai aux questions et je pense que certaines des questions, peut-être pas toutes, vont amener de la perspective. On va pouvoir discuter de ce qu'on veut faire maintenant que les 100 jours sont passés, sur les mois, sur les années qui viennent, et même ce qu'on prévoit de faire, enfin ce qu'il faudrait faire au-delà de ce mandat, passer les 5 ans qui nous sont dévolus. Alors, toujours sur la suppression de la TVA sociale, on sait aujourd'hui que ça n'aura pas d'impact significatif sur les portefeuilles des consommateurs. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres mesures fortes pour lutter contre la vie chère ? Alors, pour lutter contre la vie chère, d'abord, il fallait le faire. Il fallait supprimer cette taxe sociale, pas simplement parce que c'est une promesse de campagne, mais parce qu'elle est arrivée au mauvais moment, dans un contexte inflationniste. Ce n'était certainement pas la chose à faire. Donc, nous supprimons cette taxe sociale, ça ne suffit pas. Il faut que les entreprises, notamment les entreprises dans la grande distribution, fassent leur part également. Le gouvernement a fait sa part. Ça faisait partie des demandes de ces grands de la distribution, que cette taxe sociale soit supprimée. Elle va l'être à partir du 1er octobre. Nous attendons à ce qu'ils fassent leur part du job. Ensuite, ce n'est pas la seule mesure qui va évidemment permettre de diminuer le coût de la vie. Diminuer le coût de la vie, c'est une équation finalement à deux parties. On peut augmenter le revenu. Quand on augmente le revenu de quelqu'un, le coût de sa vie diminue, même si le prix des choses qu'il achète ne diminue pas. Et on peut, de l'autre côté, vous savez, je crois qu'il n'y a pas de secret, la vraie recette pour qu'il y ait une diminution de ce qu'on va acheter, c'est la concurrence. Alors justement, sur la concurrence, Darmanin a annoncé une mission de lutte contre les monopoles. De quel monopole parle-t-on exactement ? Alors, je n'ai pas suivi les déclarations de M. Darmanin sur donc cette mission. On est d'accord sur le principe. On a déjà un outil qui s'appelle l'APC, l'Autorité polynésienne de la concurrence, qui surveille un peu ces questions de monopole.
Je pense que plus que des monopoles, ce dont il s'agit chez nous, ce sont des oligopoles, ce sont des sociétés qui finissent par occuper finalement une place tellement grande dans certains secteurs, parfois dans plusieurs secteurs, que ça devient difficile pour quiconque de s'installer et de finalement ensuite pouvoir faire jouer la concurrence. Vous parlez des grandes familles, par exemple. Je parle de certains grands groupes qui existent aujourd'hui chez nous. Je pense que je n'ai pas besoin de les nommer. Alors l'autorité de la concurrence, on en a une ici. Est-ce qu'elle a les moyens de lutter contre les monopoles? Clairement, à mon avis, non. Je l'ai déjà dit quand j'étais député, quand j'étais donc parlementaire. L'APC, quand elle a été créée, elle avait effectivement vocation à pouvoir réguler ces questions-là. On lui a, à mon sens, coupé les ailes à mi-parcours. C'est la réforme qui a été donc demandée par le président Fritsch et qui a été obtenue au Parlement. Aujourd'hui, l'APC n'a pas été vidée de sa substance. Ce serait très exagéré de dire ça, mais elle a un rôle purement consultatif. Alors sur la question du nucléaire, les 100 milliards pour la prise en charge des maladies radio-induites, c'est un chiffre qui est revendiqué par le président du conseil d'administration de la CPS. Est-ce que vous reconnaissez ce chiffre? En tout cas, c'est le seul dont on dispose aujourd'hui. Je n'ai pas, moi, de contre-proposition par rapport à ce chiffre et je n'ai pas, a priori, de raison de douter d'un chiffre qui m'est fourni par un ancien président du conseil d'administration de la Caisse qui a accès à des données assez précises. La méthodologie qu'il nous a exposée ne me paraît pas à ce stade, mais je ne suis pas un spécialiste de la Caisse de prévoyance sociale, mais sa méthodologie me paraît raisonnable. Ce que j'ai dit depuis le début et ce que je redis et ce que j'ai dit à M. Darmanin, et on a un accord de principe là-dessus, c'est que dans le cadre de la mission générale sur la réforme de la PSG, la réforme des comptes sociaux sur laquelle on va solliciter donc des instances nationales, eh bien, il faudrait qu'on se pose la question d'arriver ensemble à un chiffre sur lequel on peut être d'accord, ce qui suppose d'avoir la même méthodologie au départ pour déterminer ce chiffre. Et une fois qu'on est d'accord sur ce chiffre, on peut avancer, parce que sinon, on va camper chacun sur nos positions en disant vous dites 100 milliards, on n'est pas d'accord, donc on n'avance pas. Je préfère qu'on avance ensemble, qu'on détermine un chiffre sur lequel on est d'accord et qu'on puisse ensuite avancer. C'est ça que vous attendez de l'inspection de l'IGAS? C'est un des éléments qu'on attend, oui. Alors, un petit mot sur le cannabis. Oui. Vous avez annoncé hier, c'était l'une des annonces qu'on retient, la légalisation de l'usage du CBD dans les prochains jours. Est-ce que c'était une priorité? Écoutez, si vous posez la question aux malades qui souffrent et qui aujourd'hui se soignent de manière illégale avec des produits à base de CBD, je peux vous dire qu'ils vous diront oui. C'est, je pense, ce que nous avons voulu changer fondamentalement, c'est de se dire, sur un sujet aussi vaste que la légalisation du cannabis, et on commence par le CBD, il ne faut pas faire ce qui a été fait précédemment, à savoir monter une usine à gaz dont on sait par avance qu'elle sera inopérante. C'est se donner bonne conscience, c'est faire de la com avant les élections que de pondre une telle usine à gaz. Ça n'a abouti à rien. C'est ce que les associations nous ont dit, c'est ce que les professionnels nous ont dit. Nous voulons procéder par étapes, et pour nous, la première étape, c'est le CBD. Sur la question du logement intermédiaire, c'est quelque chose qui existait déjà sous l'ancienne mandature, mais que vous avez peut-être l'intention de développer davantage? Alors, le logement intermédiaire, ça a toujours existé. Ce qui va changer, c'est notre capacité à produire du logement intermédiaire en utilisant des nouveaux mécanismes de financement qui n'ont jamais été mis en œuvre jusqu'à présent. Schématiquement, jusqu'à présent, pour faire du logement, on empruntait sur 15 ans auprès de bailleurs de fonds qui sont connus. Et donc, quand vous faites du logement avec un emprunt sur 15 ans, vous avez une charge de la dette qui est conséquente. Ça vous limite dans votre capacité de production de tels logements et ça vous limite aussi dans les loyers au final que vous êtes en mesure de proposer aux personnes qui vont devenir locataires. Aujourd'hui, il existe des modes de financement sur 50 voire 60 ans. C'est ces modes-là que nous voulons implémenter au travers de Arana, donc cette filiale de l'OPH qui sera spécialisée dans le logement intermédiaire, qui va nous permettre de produire beaucoup plus de logements intermédiaires pour tous ces couples, tous ces jeunes couples qui, il y a 10 ans, pouvaient accéder à un logement décent et qui aujourd'hui, face à l'augmentation des prix, se disent « mais comment je vais faire ?» On imagine que vous allez faire appel à la défiscalisation, ou est-ce que vous en avez discuté avec Darmanin du renouvellement de la défisque? Le renouvellement de la défiscalisation, je crois qu'il n'y a pas de question sur le principe. Il y a en revanche des interrogations qu'il faut se poser sur l'efficience de ce dispositif
et sa destination réelle. La défiscalisation n'a pas pour vocation à enrichir celui qui défiscalise. La défiscalisation a pour vocation de permettre l'investissement et au final de réduire le temps nécessaire au retour sur investissement. C'est ça la défiscalisation fondamentalement. Nous avons discuté par exemple avec Gérald Darmanin de la défiscalisation utile sur des navires de croisière du type du Paul Gauguin par exemple, des navires intermédiaires, pas ces espèces de villes flottantes à 2500, 3000 passagers, c'est pas ça qu'on recherche, mais sur des unités comme celle-là qui en plus sont annoncées vertueuses. C'est des unités, par exemple, le prochain navire qui est envisagé par la compagnie Ponant, c'est un navire qui fonctionnera en partie à l'hydrogène. Aujourd'hui, on ne peut pas défiscaliser sur de tels navires. Nous disons, c'est un élément qui peut être porteur pour notre tourisme et on demande à ce que cette défiscalisation nationale puisse s'appliquer à ces navires. Merci, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions.